Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Quand on découvre la publication d'une nouvelle enquête mondiale, surtout une aussi complète, on retient presque son souffle en attendant ce grand chiffre clé. C'est exact. Le résultat principal, c'est que 86% des adultes dans le monde possèdent désormais un téléphone portable. 86%. C'est une avancée majeure pour la connectivité mondiale. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que vous allez me dire que ce n'est pas si simple. Le diable se cache toujours dans les détails, n'est-ce pas? Exactement. Pour les chercheurs et les décideurs politiques, la véritable question ne porte plus seulement sur l'accès, mais sur la qualité de cet accès. Tout dépend du type de téléphone possédé. Les données sont incroyablement claires à ce sujet. D'accord. Expliquez-nous. Un téléphone, c'est un téléphone, non? Mais ce n'est pas le cas dans l'économie digitale. Pensez au smartphone comme à une voie privilégiée, un peu comme la différence entre un chemin de terre et une autoroute. L'éventail des possibilités s'en trouve considérablement élargi. Et les chiffres le prouvent. Oui, dans les économies à revenus faibles et moyens, 92% des personnes qui possèdent un smartphone utilisent Internet. C'est presque tout le monde. Mais pour ceux qui n'ont qu'un téléphone basique, ce chiffre tombe à seulement 20%. Impressionnant. Cela veut dire que, en fonction du type d'appareil, il existe une énorme différence dans la capacité à réellement participer au numérique. Un fossé immense. Et c'est là qu'apparaissent ces défis persistants du développement, comme les inégalités de revenus et de genre, qui, eh bien, se trouvent amplifiées. Cela signifie que l'outil même, qui pourrait être un égalisateur, devient au contraire un amplificateur des inégalités existantes. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Comment exactement ces écarts sont-ils amplifiés? D'accord. Si l'on considère l'ensemble des téléphones portables, l'écart de possession entre les 40% des ménages les plus pauvres et les 60% les plus riches est d'environ 8 points. Cela représente un écart, mais sans doute pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Exactement. Mais lorsqu'on examine spécifiquement la possession de smartphones, l'écart se creuse nettement. Les adultes pauvres ont 17% de probabilité en moins que les plus riches d'en posséder un. L'écart de genre a un équilibre un peu différent. Dans les économies à revenus faibles et moyens, les écarts entre hommes et femmes sont de 9% pour la possession globale, comme pour celle des smartphones. Mais, fait intéressant, il n'existe pas d'écart significatif pour les téléphones non intelligents ou basiques. Cela montre que les différences dans la possession de smartphones expliquent l'écart global de genre dans l'accès au téléphone. Et cela ne s'arrête pas à la simple possession de l'appareil, n'est-ce pas? Le rapport met en avant ce qu'il appelle des barrières secondaires. Oui, et c'est essentiel. Même lorsque les gens possèdent un appareil, il peut subsister des obstacles qui les empêchent d'en tirer pleinement profit. Un bon exemple est la carte SIM. Pour accéder à la plupart des services financiers numériques, il faut une identité officielle, et cela commence souvent par une carte SIM enregistrée à son propre nom. Donc, ce n'est pas seulement posséder un téléphone, mais avoir une identité reconnue qui lui est associée. Exactement. C'est en quelque sorte un identifiant numérique, et sans cela, vous êtes exclu des systèmes formels. Les données révèlent que près d'un quart des propriétaires de téléphones portables, dans les économies à revenus faibles et moyens, utilisent une carte SIM enregistrée au nom d'une autre personne. Et il y a là une dimension majeure, liée au genre. En Asie du Sud, l'écart entre femmes et hommes disposant d'une carte SIM à leur nom dépasse 20 points de pourcentage. Et qui les empêche effectivement d'accéder à certains services avant même de commencer. C'est exact. Et puis il y a la question de l'alphabétisation. Un téléphone basique repose souvent sur des services textuels, mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas lire l'alphabet dominant de l'appareil? En Asie du Sud, les femmes sont bien moins susceptibles que les hommes de pouvoir lire des textes en alphabet latin. C'est une barrière fondamentale. Alors, face à toutes ces questions complexes et imbriquées, quelle est la cause principale? Quelle est la raison majeure pour laquelle certaines personnes restent laissées pour compte? C'est la question de l'accessibilité financière, tout simplement. Les données sont sans appel. Lorsqu'on demande aux personnes sans téléphone ou avec seulement un appareil basique pourquoi elles n'ont pas effectué de mise à niveau, l'obstacle principal qu'elles citent est le coût de l'appareil lui-même. Et c'est vraiment ce qui cadre toute la conversation.
Si les gens ne peuvent pas se permettre ce prix d'entrée, tout le reste devient secondaire. C'est un rappel de réalité. Cela nous conduit au prochain grand thème de la recherche, l'écart entre la possession d'un compte et son utilisation réelle et significative. Exactement, parce que l'histoire de l'accès a été, vous savez, un succès énorme. La possession globale de comptes est désormais de 79%. Et l'argent mobile en a été un moteur majeur, notamment en Afrique subsaharienne, où 40% des adultes détiennent aujourd'hui un compte sur une application bancaire. Encore une fois, un chiffre clé impressionnant. Mais nous cherchons le mais. Le mais, c'est l'inactivité. Les taux élevés de possession peuvent masquer le fait qu'un grand nombre de comptes restent dormants. Le cas de l'Inde est fascinant. Environ 90% de la population détient un compte, ce qui est remarquable, mais 16% de ces comptes sont inactifs, c'est-à-dire aucun dépôt, retrait ou paiement numérique au cours de la dernière année. 7 16%. Et à l'échelle de la population indienne, cela représente un nombre colossal de personnes intégrées au système sur le papier, mais qui ne participent pas encore réellement. Comment cela se mesure-t-il au niveau mondial? Et 4 fois plus élevé. La moyenne dans les autres économies à revenus faibles et moyens n'est que 4%. Cela montre bien que les politiques centrées sur l'inscription massive ne conduisent pas automatiquement à une utilisation active et significative. Il existe un facteur comportemental qu'il nous faut prendre en compte. Je ne comprends pas très bien. Est-ce que la technologie est trop complexe ou... Pas nécessairement. En réalité, lorsque l'on demande aux détenteurs de comptes qui n'utilisent pas les paiements numériques pourquoi ils s'en tiennent au cash, la raison la plus fréquente donnée dans toutes les régions, c'est simplement l'habitude. Ils sont simplement habitués à payer en espèces. Ce n'est donc pas une question d'infrastructure, c'est une question de comportement. Cela montre que c'est tout l'écosystème qui doit évoluer, pas seulement l'individu. C'est un constat puissant, et cela semble se refléter dans la manière dont les gens gèrent les chocs financiers. Les données sur la résilience financière sont vraiment parlantes. C'est vrai, on pourrait penser que puisque les gens ont un compte, ce serait leur première ligne de défense en cas d'urgence, mais ce n'est pas ce qui se passe. La principale source d'argent d'urgence n'est pas un prêt formel ni un compte bancaire, ce sont la famille ou les amis. Les gens continuent donc à compter sur ces réseaux informels, même lorsqu'ils ont un compte à la banque. Tout à fait, 31% des adultes se tournent d'abord vers la famille et les amis. L'épargne arrive en deuxième position, à 21%. Mais voici la découverte essentielle pour les chercheurs. Ces sources informelles sont les moins fiables. Que voulez-vous dire exactement? Près de la moitié des personnes qui affirment qu'elles compteraient sur la famille ou les amis ajoutent aussi que l'argent serait très difficile à obtenir. L'épargne, en revanche, est considérée comme la source la plus fiable. Il existe donc une énorme déconnexion entre l'outil dont disposent les gens, le compte, qui leur permet de construire une épargne solide, et ce qu'ils font réellement en situation de crise. Tout cela semble pointer vers un problème plus profond. Un écart non seulement dans l'accès, mais aussi dans la confiance et les compétences. C'est le nœud de tout cela. Les données révèlent que 2 tiers des adultes sans compte bancaire déclarent qu'ils auraient besoin d'aide pour en utiliser un. 2 tiers. Ce chiffre est tout simplement stupéfiant. Ce n'est pas un petit obstacle, c'est une barrière majeure à l'adoption et, plus encore, au type d'utilisation significative et confiante qui améliore réellement la vie financière. Cela montre tout le travail qu'il reste à accomplir. Au-delà du simple fait d'ouvrir la porte du système financier, il faut donner aux gens la confiance et les compétences nécessaires pour la franchir. Exactement. Et c'est là que la prochaine vague de recherche et de politique doit vraiment se focaliser. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.